La seule chose sur laquelle, trop souvent dans nos sociétés, on a tendance en fait à se mettre en mode panique, c'est de penser que si on ne fait pas exactement ce qu'on a décidé de faire, c'est un échec. Non. En fait, l'important, c'est d'arriver à cultiver cette confiance pour que le moment venu, lorsque l'univers et nous-mêmes serons prêts à ce que cette équation fonctionne, on soit prêts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @senscreatif_podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est super content de vous partager notre épisode avec Myriam Multinier qui est déjà avec nous aujourd'hui. Et qui nous reçoit chez elle. Et qui nous reçoit chez elle. Bonjour. Oh là là, Myriam. comme je suis contente de vous recevoir. Bonjour. On est super bien, ravis. on est très très bien chez toi. C'est très très beau. Et avant de rentrer dans le vif de la conversation avec toi, on voulait prendre quelques petites minutes avec Laurent pour vous parler d'un événement. On a envie de prendre quelques minutes pour vous parler du festival Nîmes s'illustre où Sens Créatif a été réinvité cette année. Exactement. On y retourne et ça se déroulera donc du vendredi 1er juillet au dimanche 3. Au dimanche 3 pour juillet le en tout cas pour le week-end d'ouverture. Ouais. Et notamment, nous on va faire une interview Créatif en live. Ouais, c'est ça, notre Et en deuxième public. live de l'année, le samedi 2 juillet. À 14h. Ouais, c'est ça, 14h, de 14h à 15h30. On a l'immense plaisir d'inviter Jean Mallard, Clara Debray et Lisa Mouchet. Exactement. Pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Tu peux nous le dire? La thématique, c'est comment développer une pratique artistique saine et préserver son bien-être pour rester productif. Ça te parle, Tout un Myriam? programme. C'est un grand sujet, bien hein. sûr que ça me parle. Parce que on a beau être créatif, on peut se cramer et c'est important de pouvoir trouver des disciplines pour trouver aussi un rythme, etc. On peut parfois être amoureux de son craft et de tellement s'y perdre qu'en fait, au final, On fait plus attention à soi. ouais. On en parlait tout à l'heure en off Ouais. avec Myriam et ces gros moments de fatigue puis qui peuvent amener évidemment au burn-out. Le but du jeu, c'est justement de pas arriver à cette limite-là, quoi. Oui, et donc voilà, c'est un sujet qu'on va aborder avec la communauté des illustrateurs et des illustratrices au festival. On vous encourage grandement à venir. Il y aura non seulement Sens Créatif, évidemment, c'est déjà une très bonne raison pour venir, mais aussi il y aura des conférences, des expos, Sur le vivant, des c'est workshops, la grande ouais. thématique. le vivant. l'animal et le vivant. L'animal et le vivant. Gros sujet. Venez, on a un très bon souvenir l'année dernière. On était une vingtaine de personnes du Patate Club et c'était tellement chouette. Et on remet ça cette année. Donc si vous êtes illustrateur, illustratrice, viendez, ça va être bien. Ouais, rendez-vous à Nîmes. Et venez nous faire un petit coucou. Le premier week-end de juillet. Super. Un été qui démarre joliment. Oui, sous les chapeaux de roue. Bon, et du coup, Myriam, on est très très content de te recevoir sur Sens Créatif. Bienvenue. Merci. Moi, je suis tellement contente aussi de vous recevoir. J'écoute régulièrement votre petit duo d'enfer qui me nourrit énormément. C'est Donc, ouais, parce que je pense que la création fait partie du monde plus que jamais. Donc, d'entendre cette parole de créateur et d'avoir la chance d'avoir des personnes comme vous qui passaient ce temps à les mettre en lumière, à explorer avec eux ce champ des possibles, je dis bravo, voilà. Et je pense que même les chefs d'entreprise auraient intérêt à vous écouter et à écouter tous vos invités. Ah ben merci. Avec grand plaisir, les C'est chefs pas toujours- d'entreprise. Bon, du coup, Myriam, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Alors, je vais essayer de me présenter brièvement. Alors, je suis Myriam Multinier, j'ai 59 ans, j'ai 3 enfants que j'adore. J'ai été pendant très très longtemps salariée, plutôt cadre dirigeante dans des entreprises aussi différentes que celles de la grande conso, des médias et de la politique. Et puis, il y a 4 ans, j'ai considéré que le monde de l'entreprise tel que je le vivais ne correspondait plus à qui j'étais. J'ai mûrement réfléchi, je suis partie marcher, faire un long trek en
dépassant d'ailleurs mes limites parce que j'avais jamais fait de trek de ma vie et je me suis retrouvée un peu en difficulté. Et puis à la fin de ce trek d'une semaine, une évidence est apparue qui était qu'il fallait que je quitte mon entreprise. Et à partir du moment où je suis allée voir mon président pour quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, je ne pouvais plus arrêter ce train. Ça a mis quelques mois. Et puis en mai 2018, je quitte donc mon entreprise pour me développer à 100% de mon temps dans une activité que j'avais déjà initiée mais que je ne faisais qu'à temps partiel, donc ça ne me suffisait plus, qui était d'accompagner de l'extérieur les dirigeants pour leur permettre de pouvoir travailler plus facilement leur alignement. Alors voilà, leur alignement, ce grand mot qui, il y a encore 4 ans, voulait pas dire grand-chose. Il est un peu galvaudé aujourd'hui ce mot, on a l'impression, non ? Oui, mais comme tous ces mots qui, à un moment donné, font sens, tout d'un coup, ils sont utilisés, presque abîmés, tellement ils sont surutilisés. Mais moi, ce que je retiens, c'est que s'ils sont surutilisés, c'est qu'ils ont du sens. Après, que chacun réfléchisse au sens qu'il a envie de lui donner. Alors peut-être que je peux vous expliquer ce que moi je donne comme sens bien sûr, à l'alignement. Parce que on le précise, mais c'est pour ça qu'on a envie de venir parler avec toi, l'alignement, écouter cette petite musique intérieure. Ouais, ça va être notre fil rouge. C'est vraiment un sujet qui t'est cher et qui nous est cher également. Et on est vraiment honoré de pouvoir en parler avec toi, aller en profondeur. Et donc tu vas nous expliquer c'est quoi pour toi l'alignement, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ton parcours, c'est devenu comme une évidence d'apprendre à écouter cette petite musique intérieure, parce que tu nous as expliqué très brièvement un peu ton parcours, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu quittes tout, tu plaques tout et tu... Cette évidence, elle est que de plus en plus souvent, la semaine, en allant au boulot, je sentais que j'étais un peu en décalage. Alors ça commence par en fait des petites crispations dans ton boulot, alors qu'en fait t'es avec une équipe que t'adores, t'as des missions que tu aimes, tu es reconnu, t'as une direction qui te fait confiance. Donc en fait toutes les critères à l'intérieur de l'entreprise sont réunis et pour autant, je ne me sens plus vraiment heureux, j'ai l'impression un peu de m'ennuyer, j'ai l'impression que je ne suis plus aussi utile que je souhaiterais l'être, et puis comme si en fait le corps prenait le relais de cette tête qui t'envoie des petits signaux que tu ne veux pas entendre, tu finis par arriver en retard, tu finis par te perdre, tu finis par arriver au boulot et te demander ce que tu fous là-bas, et là tu te rends bien compte qu'il y a un truc qui vient de toi, et puis surtout la grosse difficulté c'est que lorsque tu vis en fait ce décalage, tu peux pas l'exprimer. C'est pas dissible parce que les entreprises ne sont pas à même de pouvoir, notamment en 2018, accueillir voilà ce type d'informations. Donc je suis obligée de le garder pour moi, mais quand on le garde pour soi, on se fait pas du bien puisqu'on se charge. Et donc du coup cette charge, elle s'exprime. C'est pour ça que le corps finit par et donc je sens une énorme fatigue. Je sens que l'envie est en train de me quitter. Je sens que et je suis quelqu'un de très très optimiste. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un qui croit toujours que le champ des possibles est grand. Et là, je vois bien que cette énergie est en train petit à petit de me quitter, en fait, de s'éteindre. Et donc, ça manque de sens. Ça manque de sens, mais je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas la conscience de tout cela. Je me dis que ça fait 10 ans que je suis dans la même entreprise, et donc en fait, c'est la routine qui est en train de jouer son rôle et qui est en train de me dire, oui, réfléchis à un après. Bon. C'était le Parisien, hein. Non, j'étais à Public Sénat, la chaîne politique au sein de laquelle je suis restée pendant 10 ans en accompagnant 3 dirigeants différents. Mais le sentiment que oui, j'avais sans doute fini un cycle. Après, c'est vrai que c'est important cette histoire de cycle, d'être à l'écoute. C'est très important, très important. D'autant que ce cycle de 10 ans, je l'avais déjà vécu au Parisien. Ou de la même façon, curieusement, j'ai accompagné aussi 3 dirigeants différents et au bout de 10 ans, j'ai eu le besoin, l'envie de passer à autre chose. Mais t'as eu ce changement-là en fait déjà. En fait, t'as eu un changement qui t'a remis dans une boucle presque identique. Presque identique, avec un scénario néanmoins différent, puisque lorsque je quitte le Parisien, je suis appelée par M6. Donc en fait, je me pose pas tellement la question de ce que j'ai envie de faire, puisque en fait, ce que au fond je rêvais de faire se présente à moi. Là, c'est très différent. Je suis dans une étape où d'abord, faut le savoir, au moment où je me pose ces questions-là, j'ai 55 ans. Donc à 55 ans, le monde t'invite en fait à penser plutôt à ta retraite, à penser à quelque chose de plus doux, plutôt que de te challenger en fait sur un mode entrepreneurial qui n'est d'ailleurs celui qui n'est absolument pas le mien, puisque j'ai jamais vraiment été entrepreneuse. Je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, donc je ne suis pas du tout capée pour pouvoir embrasser ce type d'énergie. Voilà. Mais pour autant,
ce trek. Alors je le dis parce que je pense que, pour répondre à ta question, Jérémy, je pense que ce trek a été déterminant. Parce que, ça a été le moyen, compte tenu de la difficulté à laquelle j'ai été confrontée. Le trek, t'as pris un temps... Le trek, c'est une randonnée. En fait, je suis partie pendant une semaine faire un trek avec Terre d'Aventure. On va nous demander où, c'est obligé. Voilà, à la Gomera. Je ne connaissais absolument pas, en fait, cette île, qui est une île des Baléares. Okay. Je crois que c'est les Baléares ou les Canaries, je sais plus. Enfin voilà, ça appartient à l'Espagne. Voilà, vous regarderez sur la carte. En tout cas, c'est assez magique. C'est une toute petite île qui est très peu touristique parce qu'elle est très escarpée et qu'en fait le trek, la randonnée est sans aucun doute le moyen de la traverser, de la découvrir de la façon la plus belle qui soit. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai tiré au sort. J'ai appelé Terre d'Aventure. Ils m'ont proposé deux circuits. Je ne savais pas lequel prendre et 3 jours avant de partir, j'ai décidé de tirer au sort et c'est la Gomera qui est apparue. Et donc là, j'ai laissé décider de lâcher prise. Voilà. Et c'est, je pense, ce qui a été déterminant, c'est 1, je lâche prise. 2, je décide de faire autrement en allant me challenger sur quelque chose que je n'avais pas fait, qui me titillait la tête, mais j'arrivais pas à passer à l'action, donc je passe à l'action. 3, je me laisse porter par ce corps qui me montre qu'en fait, il peut aller bien plus loin que ce que j'imaginais, même si je suis passée par quelques souffrances. Et puis à un moment donné, t'es tellement en fait porté par ce corps qui te montre que oui, il en a sous le pied, c'est le cas de le dire. Ce qu'on tout appelle le s'éclaire. second souffle. Le second souffle. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Et le dernier jour, je me souviens... C'est très concret, hein. En marathon, on a besoin de ce second souffle-là parce qu'en fait, on atteint toujours une limite à un moment donné dans la course. Et si on l'a pas, c'est fini, on s'arrête. C'est ce qui fait redémarrer, aller au bout du marathon. Et ça, ce second souffle, j'ai eu le sentiment de le passer à plusieurs reprises. Et ce dernier jour, en fait, où j'étais dans un épuisement total et en même temps une joie immense, il y a eu cette évidence. C'était non seulement une évidence, mais je n'avais pas d'autre choix que de prendre cette décision allégeante qui m'a fait un bien fou, rien que de l'imaginer, qui était que j'allais quitter mon job pour un après que je ne maîtrisais pas, très clairement. Alors c'est super marrant parce que tu es en train de nous dire que tu as fait le choix de pas faire de choix parce que tu as laissé en quelque sorte le hasard faire le choix à ta place et au final ça t'a quand même permis de faire ce fameux choix. Le choix, je pense, c'est un truc qui est hyper important pour toi. Mais tu t'es écouté. C'est parce que tu t'es écouté et que tu as pu faire ce choix. Et je me suis écoutée parce que mon corps m'a parlé, parce que ma tête et mon quotidien m'envoyaient des signaux que très vite et très souvent nous balayons. Ça va passer. Non, ça ne passe pas. Si ça se reproduit, c'est que ça n'a pas vocation à passer, ça a vocation à nous dire quelque chose. Et on peut ne pas le regarder, on peut ne pas le considérer, mais ça se manifestera d'une autre façon. Et le corps souvent prend le relais. Et donc tu as quitté ton job pour faire quoi ? Alors je quitte mon job avec l'idée que je vais partir, j'aime bien l'idée de partir, que je vais partir pendant 3 semaines au Sri Lanka, parce que pour moi c'est une terre apaisante, une terre assez spirituelle et j'avais envie de cela. Et là je pars avec ma sœur et ma nièce et on part pendant 3 semaines avec un objectif dans ma tête que je garde pour moi, qui est qu'au bout des 3 semaines je saurai exactement ce que je veux faire de ma vie après. Okay. Ah oui, c'est ambitieux. Donc, et j'y croyais mais dur comme fer, parce que je venais quand même... Alors ça c'est ce qu'on appelle une quête initiatique. Alors non seulement une quête initiatique, mais tellement précise que en fait elle finit par t'enfermer. Parce que évidemment au Sri Lanka, enfin je dis évidemment, pas forcément évidemment, mais c'est quand même ce qui s'est passé, c'est que happé parce que je vivais, plus les jours passaient, moi je savais ce que je voulais faire. Et puis il y a le stress aussi, puis ça c'est crispant. Et surtout qu'on a absolument tout improvisé. C'est-à-dire que nous avions 2 jours de préparer et après, c'est chaque jour qui prenait le relève sur le suivant. Et puis t'étais mis un enjeu sur... je m'étais foutu un enjeu sur les épaules. Et en fait, cet enjeu sur les épaules, mais j'étais absolument incapable de le tenir. Et donc c'est pareil, au bout d'une semaine, j'ai lâché prise. Voilà, sauf qu'évidemment, en rentrant, le problème, il est toujours là. C'est qu'est-ce que tu fais ? Même si nous avons la chance en France d'avoir un incubateur fabuleux qui s'appelle Pôle emploi, qui te permet quand même de pouvoir effectivement t'apaiser, pour prendre ce temps nécessaire à la réflexion, à l'exploration, aux rencontres, et puis à un moment donné que les choses deviennent un peu plus claires. Si tu étais salarié, parce que si tu es indépendant... Oui, absolument. Alors je crois que les choses sont en train d'évoluer. Quand on est indépendant maintenant, je crois, renseignez-vous, mais il me semble qu'aujourd'hui le statut d'indépendant permet, moyennant un certain nombre de
moyens, de pouvoir effectivement avoir accès à Pôle emploi. Parce que je dis ça, moi j'ai toujours été indépendant. Enfin, j'étais salarié 1 an et demi en Angleterre, mais voilà, c'est un autre système. Et en fait, par rapport à ce sujet de l'alignement, justement, moi, au plus le temps avance, au plus j'ai appris à écouter cette petite musique intérieure, mais j'ai zéro filet de sécurité parce que depuis que je travaille, donc depuis un petit 9 ans, zéro filet de sécurité financier. Bah, je suis marié, ma femme elle est salariée, donc elle apporte une certaine stabilité financière. J'ai 2 enfants, comme tu sais. Mais vraiment, quand au fur et à mesure du temps, on apprend à mieux se connaître et qu'on prend des transitions professionnelles, qu'on essaie d'affiner son offre, etc., et que on se rend compte que on embarque des gens avec nous, en l'occurrence ma famille, et qu'on essaie de se rapprocher de du cœur de cette justesse, mais que malgré tout, ça prend quand même du temps. Oui. Par moments, je regrette de ne pas... Tu me dis que ça change, ça me réjouit, j'attends de voir, mais d'avoir une sorte de filet de sécurité, parce que je connais tellement d'entrepreneurs qui, tu vois, genre ils ont touché le chômage 2 ans, ils avaient, je sais pas, un héritage, ou j'en sais rien, et qu'ils ont permis justement d'écouter cette musique intérieure avec un filet. Voilà. Et donc du coup, je comprends. C'est crispant, quoi. Alors c'est crispant, c'est angoissant, et en même temps, je pense que ça fait partie du mix et de l'histoire. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé dans cette situation de vouloir être indépendant sans en avoir à la fois l'énergie, l'envie, les capacités. Et je suis intimement convaincue, et c'est une conviction, c'est pas une certitude, mais en même temps, je peux vous donner plein d'exemples que plus nous allons vers notre alignement, c'est-à-dire vers notre propre chemin, c'est-à-dire vers notre capacité à nous écouter, plus ce vers quoi on a envie non seulement d'aller, mais de tendre, nos besoins compris, nous les atteindrons. La seule chose qu'on maîtrise pas, c'est totalement vrai, c'est le temps que ça va mettre. Et c'est là-dessus que la notion de confiance, elle est clé, parce que si la confiance est là, elle va te permettre de pouvoir accompagner ce temps. Et je prends un exemple tout bête, très concret. Je me souviens quand j'ai quitté Public Sénat, on m'a dit « mais t'es complètement folle, Myriam, parce que tu ne retrouveras jamais de job si jamais ton envie ne fonctionne pas. » Parce que c'est vrai que moi, mon projet d'être sparring partner de dirigeant ne peut fonctionner que si j'ai des clients qui ont envie d'être accompagnés de la sorte. Donc il y a ce que moi, j'ai envie de proposer, j'ai mon intention, mais elle est totalement dépendante de la volonté des uns et de la maturité des uns et des autres. Mais en fait, j'aime bien imaginer les scénarios les pires. Donc j'ai imaginé le scénario le pire, c'est-à-dire je n'y arrive pas. T'as visualisé. J'ai visualisé. Et du coup, ça m'amène à me poser très clairement la question de mes besoins pour pouvoir vivre. Vivre, c'est-à-dire me loger, manger, pas m'habiller parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mon placard, pour dire les choses clairement. J'ai cette chance-là. Et puis, j'ai l'âge qui va avec. Et je me suis dit, j'irai vendre des fruits sur le marché s'il le faut. Il y a toujours des jobs. En fait, je pense que croire en ses capacités de rebond, c'est une clé essentielle. La seule chose sur laquelle, trop souvent dans nos sociétés, on a tendance en fait à se mettre en mode panique, c'est de penser que si on ne fait pas exactement ce qu'on a décidé de faire, c'est un échec. Non. En fait, l'important, c'est d'arriver à cultiver cette confiance pour que le moment venu, lorsque l'univers et nous-mêmes serons prêts à ce que cette équation fonctionne, on soit prêt. Et que, tu vois, c'est pas un hasard si tu as aussi une compagne qui permet d'avoir ce filet de sécurité. C'est que c'est un tout, en fait. C'est un tout. Et moi, je suis convaincue que, tu vois, je te donne encore un exemple dans ma situation, c'est que il y a au mois d'octobre dernier, du jour au lendemain, j'ai quasiment tout perdu de mon business. C'est-à-dire, je me suis retrouvée de 6 mois de visibilité à 0. Et donc panique à bord, et en même temps j'avais une petite voix, ma petite voix intérieure qui me disait mais aie confiance, en fait, ça te dit quelque chose. C'est tellement puissant cette situation improbable, parce que en plus de ça j'avais pas de raison objective, simplement des dirigeants qui tout d'un coup ont eu peur, parce que c'est vrai que le mois d'octobre l'année dernière il y a encore eu un moment de panique avec ce Covid, que la visibilité des entreprises n'était pas la même, et que moi je suis dans ce que j'offre une variable d'ajustement. Oui, parce que on l'a pas précisé en début d'épisode ni dans ta présentation. Tu accompagnes des dirigeants d'entreprises à écouter leur petite musique intérieure. Exactement. Et t'as même une marque de fabrique puisque tu te dis sparring partner. Oui, absolument. Je suis sparring partner. En fait, c'est pas moi qui me suis autoproclamé sparring partner. C'est
un des dirigeants que j'ai eu, un grand dirigeant de l'audiovisuel public, très connu. On assez connu. On fait mystère. Bah oui, parce que je peux pas parler à sa marche. place. C'était entre nous. Il me l'a dit, mais ça m'a marqué. C'est la raison pour laquelle j'aime bien le partager. Qui au moment où il quitte son poste de dirigeant me convoque et me dit voilà, je voulais vous remercier, vous dire que vous n'étiez pas une coach, vous étiez une vraie sparring partner. Sur le coup, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait me dire. J'ai compris que c'était plutôt un compliment, mais je ne savais absolument pas, donc j'ai pas voulu faire celle qui savait pas parce que évidemment je passais pour une ignorante. Et du coup, j'ai un peu creusé le sujet et j'ai compris qu'effectivement, sparring partner, ça venait du monde de la boxe. Et en fait, c'est un partenaire d'entraînement qui monte sur le ring. Avec son boxeur dans une posture, et c'est ça qui est essentiel contrairement au coach, dans une posture d'égal à égal, c'est-à-dire qu'en fait on permet au boxeur de pouvoir exercer son jeu de la façon la plus juste possible en allant le challenger dans tous les recoins, dans une posture d'égal à égal, comme si nous étions son propre adversaire, et tout ça avec une intention et une posture évidemment de très grande bienveillance. Voilà, ce qui permet d'aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Voilà. Et donc, tu nous racontais une histoire avec un de ces fameux dirigeants par rapport à la confiance. Oui, surtout dans ce que j'expliquais, c'est que au mois d'octobre, donc je me suis retrouvée effectivement à tout perdre, en me disant que bah voilà, c'était tellement puissant que c'était en train de me dire quelque chose. Cette fameuse musique intérieure. Et puis c'est la fragilité du freelancing. Faut et repréciser. En même temps, voilà, il faut être très au clair sur le fait que cette situation qui consiste à passer du salariat au freelancing est une situation qui vous fait passer pas de la lumière à l'ombre, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux mondes dont les codes sont totalement à l'opposé. Donc, il faut faire reset. Voilà. Et faire reset, c'est pas facile parce que au-delà de cette incertitude du quotidien, il y a quand même une très grande solitude aussi. Et puis, c'est très compliqué de dire que t'as perdu tous tes clients parce que, en gros, l'idée qui te vient en premier, c'est que si je dis que j'ai perdu tous mes clients, ça veut dire que je ne suis pas compétente. Ouais, t'es nul, quoi. Voilà, c'est que t'es nul. Voilà. Résumer. Et c'est pour ça que la notion de confiance et de musique intérieure est clé. C'est que je sais que je ne suis pas nulle. Bien sûr. Je sais que j'ai une vraie compétence, je sais que j'ai une vraie mission. Et d'ailleurs, en aucune façon, elle a été remise en question. Il n'empêche que le résultat, il est quand même très perturbant parce que je passe de 6 mois de visibilité à 0. Et qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir tenir? C'est que, pour répondre à ta question, c'est que j'ai imaginé le scénario le pire, c'est-à-dire que je ne m'en relève pas. Et donc j'avais deux alternatives, soit retourner en tant que salarié, et ça c'était même pas en rêve, no way, tellement j'avais été suffisamment loin pour être très au clair sur ce que je voulais faire et ce qui m'habitait, mes envies, et la deuxième solution qui est de se dire qu'est-ce que du coup je fais? Ouais, j'ai une alternative qui est que si jamais je n'y arrive pas, eh bien je vends ma maison. Et le fait de me positionner en me disant je vends ma maison, c'est déjà trouver une solution. Et comme j'ai une solution, ça n'est plus une angoisse. Voilà. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et je le dis notamment à tous ces créateurs de talent qui passent effectivement par des ascenseurs émotionnels terribles, avec cette envie de créer, ce besoin de créer, et puis parfois des clients qui ne sont pas forcément en face. Continuez de croire en vous. N'hésitez pas à avoir peut-être plusieurs activités pour que effectivement ça puisse apaiser ce moment d'angoisse, mais continuez à croire en vous parce que c'est cette croyance en vous et en la confiance et dans le plaisir que vous avez à faire ce que vous faites qui vous permettra de pouvoir atteindre cette forme de sérénité. Et puis c'est bien de rappeler aussi que l'inconfort c'est pas l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse c'est déjà presque trop tard parce qu'il faut vraiment réagir, agir. Alors que finalement l'inconfort on peut faire avec. L'inconfort, c'est ce qui nous permet de faire ce pas de côté et de découvrir en fait des choses avec un angle différent. Donc rendre l'angoisse un inconfort. Ouais, exactement. Et l'inconfort, je me souviens, un très grand journaliste me disait, j'interviewe toujours mes invités debout. Alors je dis mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours à les mettre debout? C'est pas sympa. Parce qu'ils sont dans une situation inconfortable et dans l'inconfort on donne le meilleur. Ah oui, bien sûr, ouais. Ah. Bon, nous, on est assis sur des poufs, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Eh ben, on peut se lever. On peut se lever, si vous voulez. Avec les câbles, ça va être compliqué. En fait, on est vachement bien. Ouais. Mais je trouve que c'est inspirant en t'écoutant, là, parce que, tu sais, genre, no way, je retourne au salariat, et de l'autre, je vends ma maison, et je pense que plein de gens, ils vont se dire, non, je veux pas aller dans le salariat, et non, je vais pas vendre ma maison parce que
Ouais, mais il y a peut-être une autre alternative qui pourrait être, je vais demander à tous mes potes de se réunir à la maison, on se fait une soirée pizza et on se dit voilà comment on peut aider Myriam à rebondir. Et puis on parle d'un worst case scénario, c'est une perspective, ça ne va pas forcément Exactement. arriver. Mais si on se met dans ce worst case scénario, en fait, on peut se dire et on va se bouger les fesses, on va se dire il y a des scénarios moins pires que ça, je vais y arriver. Et ça sera peut-être pas l'idéal, mais au moins je me rebondis et je peux partir sur ma perspective. Et ce que je trouve très intéressant quand tu mets en parallèle l'inconfort et l'angoisse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si cette situation qui est angoissante sur le papier, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai plus de visibilité pour pouvoir vivre dans les mois qui viennent, et que si jamais je n'y arrive pas, c'est le chaos, regardons la couleur du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, derrière l'angoisse du chaos, ça veut dire quoi ? Et c'est là où on se rend compte que non, il y a des solutions. Vendre ma maison, très concrètement, ça veut dire récupérer des sous, même si j'adore cette maison et qu'effectivement ce serait difficile. Mais à un moment donné, je sais que je ne serai pas à la rue parce que je pourrais prendre un appartement plus petit. Voilà. Et donc en fait, il y a toujours des solutions. Et puis je prends un appartement plus petit et puis après peut-être que comme je vais rebondir, je pourrais me racheter une maison. En fait, on est en mouvement permanent. Rien n'est jamais figé. Et si on accueille ce mouvement, mais c'est énorme ce qui peut se passer en nous, et ce qui se passe en nous a un impact immédiat sur notre entourage. Donc c'est ça qui est absolument phénoménal. C'est que moi je le vois bien avec mes enfants, je le vois bien avec mes potes. Oui, en fait, comment tu vas faire ? Je voyais bien que mes amis, pour certains d'entre eux, étaient plus angoissés que moi. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit mais moi j'ai pas envie de porter leur angoisse parce que c'est pas la mienne, quoi. Ouais. Et j'avais deux alternatives, soit continuer à les entendre me déposer leurs angoisses, et dans ces cas-là, ça finissait par me contaminer dans le sens où en fait, ils ont pas confiance en moi. Mais ça, c'est leur problème. Oui. Voilà. Ouais, c'est important de le rappeler, ça. C'est leur problème. Les gens projettent des choses sur nous et parfois ça nous pèse. Et tu te dis genre non, mais en fait garde t'as le droit de t'inquiéter pour moi, mais c'est moi qui mène ma barque. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, et c'est pas leur jeter la pierre, c'est qu'en fait, et vous le savez, parce que ça, vous pouvez l'exercer dans 99% des cas, c'est qu'en fait, l'angoisse qu'ils vous projettent, ça n'est pas c'est la pour leur. vous, c'est la leur. C'est la leur, c'est l'effet du miroir. Et le monde est angoissé à l'idée de ne pas maîtriser. Et moi, je vous dis que, et c'est ça qui a été mon expérience et qui, je pense, le sera jusqu'à la fin de mes jours, dans un accueil doux et chaleureux, vraiment, qui est que j'accueille l'inconnu comme en fait une joie, comme un cadeau. Voilà. Et que de s'y préparer, de pouvoir être dans cette posture, je pense que c'est un truc qui va nous permettre, dans ce monde vraiment qui est en train de s'ouvrir sur cet inconnu, qui va être clé, qui va être déterminant. En parlant d'inconnu, t'as fait un TED Talk dernièrement, vous pouvez aller le voir sur internet, c'est Connecting the Dots, hein, c'est ça le titre. Alors le titre, c'est le titre du TED Talk. Le titre du TED Talk, c'était sur une thématique qui était Connecting the Dots, donc créer du lien. Et on m'a demandé d'intervenir sur une thématique bien précise qui est comment prendre les bonnes décisions quand les enjeux nous dépassent. Voilà. Et c'est hyper intéressant. Tu me parlais de la nouveau monde, on est en mouvement, etc. Et dans ce TED Talk, à un moment donné, tu dis que en 2021, il y a 38 millions d'Américains qui ont posé leur démission et que sur ces 38 millions d'Américains, il y en avait 40% qui n'avaient pas d'un nouveau job en perspective. Et nous, on l'observe aussi dans les métiers créatifs. On est face à un mouvement de masse de reconversion. Engagé par le Covid, notamment. Notamment avec le Covid aussi, ouais. Et comment tu expliques ces chiffres et ce mouvement de reconversion? Je pense que c'est la quête universelle qui est en train de faire à la fois son mouvement et de prendre ce sens qui consiste à ce que chacun s'écoute peut-être un peu mieux. Et quand on s'écoute vraiment, on se rend compte et on a la possibilité de pouvoir activer ce filtre en fait, est-ce que je suis bien ou pas là où je suis, sans jugement, mais simplement de l'accueillir et de se mettre en mouvement pour pouvoir agir. Parce qu'il est clair que si tu crées du vide, tu vas pouvoir
remplir de quelque chose. Et ces 40%, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que ces 40% de personnes qui n'avaient pas de job en prenant néanmoins la décision de quitter le leur, ça dit quoi? Ça dit qu'elles avaient confiance et ça dit qu'elles avaient décidé de créer ce vide pour se remplir d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Et ça, je trouve ça très puissant. Et je vois bien qu'il y a un effet d'entraînement, effectivement aussi en France, qui est en train de s'opérer dans ce sens-là. Alors moi, honnêtement, j'aime bien la nuance. J'incite vraiment pas ceux qui considèrent qu'il y a des trucs qui vont pas à quitter leur job, mais en tout cas à se questionner sur ce qui fait sens ou ce qui ne le fait pas, sur ce qui les titille, sur même leurs envies, parce que au bout du compte, ça peut être aussi une façon de pouvoir réinventer son propre job dans le job que l'on a aujourd'hui. On n'est pas obligé de passer forcément par la case démission. Pour autant, ce monde qui est en mouvement, qui est en train de nous inviter en fait à nous questionner, je le mets en regard d'un autre chiffre qui me paraît tout aussi exceptionnel, mais qui en plus qui est très factuel, qui est que en 2030, 85% des jobs, des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Voilà, pardon. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Ça veut dire que chacune a un potentiel de malade pour créer son propre job. Encore plein de choses à créer. Et je voulais juste rebondir sur un petit truc, c'est que tu as dit le mouvement, c'est agir, mais évidemment, on peut pas non plus courir comme un poulet sans tête. Surtout pas. Et donc, moi, il me semble que la chose importante, l'ingrédient qu'il faut rajouter à ça, c'est la posture. Oui, alors évidemment, la notion de posture que je considère, enfin encore une fois, celle de l'alignement, ça dit quoi? Parce que on parle beaucoup effectivement d'alignement, mais peut-être que c'est bien de le définir. L'alignement, c'est d'être en cohérence, en congruence, en sincérité entre qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Alors c'est pas qu'une phrase, c'est bien plus que ça. C'est qu'à partir du moment où vous vous posez des questions sur une décision, une intention et que vous le passez au filtre de ces 4 éléments, vous aurez des réponses qui seront extrêmement claires. Et combien de fois on m'a dit mais c'est dingue en fait quand tu nous racontes quelque chose ou que tu nous parles de ce que tu fais, on te sent hyper aligné. Je suis hyper alignée parce que j'ai fait ce chemin-là. Et ça veut pas dire que je suis alignée tout le temps, mais ça veut dire que quand on me pose une question qui va venir bousculer en fait mon mode de fonctionnement, c'est vrai que je passe maintenant c'est presque inconscient par ce filtre systématique qui me permet d'avoir une réponse assez rapide et assez juste. Voilà. Et je vais même un cran plus loin parce que ça va vous paraître un peu perché, c'est qu'il m'arrive même fréquemment de dire que les réponses qui me viennent ne m'appartiennent pas tellement c'est l'évidence. Comme si l'évidence c'était un alignement avec aussi cette énergie de l'univers qui vous traverse, parce que nous ne sommes que des énergies, on est traversé par toutes ces énergies en permanence. Et c'est une évidence. À l'échelle macro, ouais. Un truc, mais c'est tellement doux, c'est tellement bon. Et je vais vous redire quelque chose qui moi me paraît essentiel aussi, à la fois en tant que maman et qu'être humain. Quand nous arrivons sur Terre, quelle est la première chose que de façon totalement inconsciente et consciente nous faisons, alors que nous ne savons pas parler, nous ne savons pas marcher, nous ne savons quasiment a priori sur le papier rien faire. Nous crions pour pouvoir respirer. En fait, nous sommes ultra équipés pour nous écouter. Un enfant qui a faim se met à pleurer. Un enfant qui sent que son corps est prêt à se mettre en mouvement va se verticaliser petit à petit. En fait, nous avons tout cela en nous et c'est ça qu'il faut arriver en fait à retrouver. C'est ce langage de notre corps, ce langage de notre énergie qui a toutes les clés. Toutes les clés. Et comment t'as fait toi pour apprendre à t'écouter, hein? Les clés sont déjà en nous, ouais. Mais c'est à nous d'aller les chercher, d'aller les activer. Ouais. Comment t'as fait? Tu nous as un petit peu raconté ton parcours tout à l'heure, et puis le trek, et puis la prise de conscience. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas magique. Non, c'est vrai. Comment t'as fait toi pour être aussi à l'aise entre guillemets aujourd'hui? Déjà c'est un long chemin, je me suis fait beaucoup aider, j'ai exploré beaucoup de méthodes, que ce soit différentes approches de psy, que ce soit de l'hypnose, que ce soit des techniques énergéticiennes, que ce soit des ateliers, des stages, que ce soit des rencontres bousculantes, et puis tout ça évidemment fait écho à un moment de ma vie qui a été fondateur, mais il nous en arrive tous en fait des moments fondateurs. C'est qu'à 13 ans, j'ai eu un grave accident
En fait, pour tout vous dire, à 13 ans, c'est l'année de la 5e qui m'amène vers la 4e. Je suis dans une école de danse. Je dois rentrer en fait dans une école qui doit me préparer au petit rat de l'opéra, même si je ne suis pas sûre de pouvoir intégrer cette prestigieuse école par la suite parce que je suis pas très très grande, mais en même temps, voilà, j'ai l'envie, la passion. Je suis soutenue par mes parents. Ma prof de danse trouve que j'ai du talent. J'adore être sur pointe. À 13 ans, le monde t'appartient. À 13 ans, le monde m'appartient et surtout, j'ai déjà une idée très précise de ce que je veux faire et je me vois en tant que danseuse avec un danseur déporté, parcourir le monde, m'envoler comme ça dans l'air. Bon. Et puis, c'est l'été 76, il fait très chaud, c'est la canicule, je suis avec mes parents, je suis totalement insouciante et puis j'ai un accident de balançoire. Le truc un peu con mais quand même très très grave en fait et j'ai de multiples fractures sur la jambe gauche, qui est vraiment dans un état lamentable, très impressionnant d'ailleurs, et le cartilage, enfin je rentre pas dans les détails, en tout cas la croissance de ma jambe gauche est menacée. Et donc là, mes parents évidemment m'emmènent en urgence et ils doivent prendre une décision extrêmement rapidement pour pouvoir réduire toutes ces fractures. Et le spécialiste qui me prend en charge leur dit qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc mes parents doivent choisir. Et en fait, ma mère se tourne vers moi et me demande « Et toi, Myriam, tu choisis quoi ?» Ce qui est un truc de fou. Et en fait, à 13 ans, comme t'es insouciante et que tu es dans cette espèce de naturel fou, je me suis écoutée puisque maman m'a invitée à m'écouter et que j'ai confiance en ma maman. J'ai confiance en mon papa. Et je sens que quelque part, en me proposant ça, ils me font confiance. Et du coup, je me suis écoutée en un quart de seconde puisque j'ai compris l'urgence de la situation. Et j'ai choisi la solution que mes parents n'auraient sans doute pas choisie en termes d'intervention puisque j'ai choisi des interventions manuelles sous anesthésie locale, donc avec 5 interventions qui étaient quand même pas minces. Et il s'avère que ce qui est totalement dingue, c'est que j'ai pris la bonne décision puisque de cette décision, j'ai grandi de 6 cm de chaque jambe, aucune douleur, aucune cicatrice. Et en fait, ça dit quoi ? Ça dit que on m'a amené à m'écouter. J'ai fait confiance en des personnes en qui je pouvais estimer que j'avais raison d'avoir confiance. Je me suis profondément écoutée instinctivement, intuitivement, et j'ai pris la bonne décision. Et c'est pas parce que je suis plus forte que les autres, c'est parce que ces conditions étaient réunies. Et que du coup, quand les conditions sont réunies, tout circule. Et en fait, j'avais une trouille bleue tout simplement de l'anesthésie générale, donc c'était même pas en rêve, alors que mes parents auraient plutôt rêvé de ça parce que voilà. C'était fait, hop. C'était fait, puis surtout elle souffrira pas, elle verra rien, tout va bien. Et moi, j'ai fait un autre choix. Et cet autre choix s'est avéré être vraiment le bon. Et un très grand chirurgien de la région parisienne, quand il m'a déplâtré après ces 3 mois de plâtre terrible, a fait la radio et a dit mais quel est cet orfèvre qui a fait ce travail incroyable? Donc on va dire qu'à 13 ans, à travers cet événement, c'était un peu la matrice, l'événement majeur auquel tu peux te raccrocher dans ton histoire, ouais. où je me suis écouté et je vais continuer de m'écouter dans les moments charnières de ma vie. Sur des enjeux qui te dépassent. Sur des enjeux qui te dépassent, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour moi la capacité à faire confiance en la confiance. C'est-à-dire que il y a ce que moi je ressens intuitivement, qui est la peur de l'anesthésie générale. J'ai plutôt confiance en ce médecin, j'ai hyper confiance en mes parents. La situation est dramatique. Je dois prendre une décision puisqu'on m'invite à là. Et en fait, elle vient la décision. Je me torture pas la tête en me demandant 10 fois, en regardant le plus, le moins, en calculant. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'âge, et je suis pas faite comme ça, à ce moment-là. Et évidemment que ça va venir consolider un truc de fou. Et c'est d'autant plus incroyable que, à 13 ans, l'image que j'avais dans la famille, c'était la pichenette. La petite fragile, parce que c'est vrai que j'étais très fine, que j'étais danseuse, donc voilà, la petite fragile danseuse, et j'en souffrais pas, hein, mais c'était quand même l'image que j'avais. Et là, j'ai mesuré à quel point cette immense fragilité que les uns et les autres me renvoyaient, je pleurais d'ailleurs beaucoup, en fait, c'était exactement proportionnel à ma force. Et là, c'est un autre élément que je veux partager avec vous. C'est que plus vous êtes fragile, plus vous êtes fort. Et si vous acceptez cette idée, le monde vous appartient. Parce que tout est proportionnel. Plus vous êtes sensible, plus vous êtes fragile dans certains moments, plus vous avez son répondant, j'allais dire, dans la lumière. Et c'est ça qu'il faut aller puiser. En quoi dans ta vie, ces moments de fragilité, tu as découvert cette grande force? En quoi ça s'est manifesté dans ton parcours, dans ta vie? Alors, autre situation que je peux vous partager, je me retrouve brutalement au chômage.
en 1994. J'ai à l'époque 31 ans. Je bosse 14 heures par jour. Je suis dans une agence américaine. Je gagne très très bien ma vie. Je bosse beaucoup. Je suis très très appréciée dans cette entreprise. Et du jour au lendemain, pour une raison qui m'est totalement extérieure, je suis virée. Je suis virée parce que l'entreprise américaine décide de Washington d'accélérer le développement de la boîte en rachetant une petite structure. On va dire un peu classique, quoi. Voilà, très classique. Et la personne qui vend son agence à la mienne indique qu'elle accepte de vendre son agence à une seule condition, c'est que tous les doublons de poste au sein de l'agence dans laquelle je suis soient virés avant qu'elle n'arrive et qu'elle n'opère cette vente. Et je fais partie en fait de ces personnes-là. Du coup, du jour au lendemain, je me retrouve dans un vide sidéral. Je suis pas prête. Pôle emploi n'existe absolument pas pour les cadres. Et c'est même pire que ça. Il y a tellement peu de cadres qui sont au chômage que le fait d'être au chômage te renvoie une image de tu dois pas être très bonne. C'est une aberration. Voilà. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué. La notion de réseau n'existe pas. Et puis surtout, je me retrouve face à un vide de dingue. Je bossais 14 heures par jour et là, tout d'un coup, je me retrouve toute seule dans mon studio avec mon petit ordinateur. Voilà, je suis totalement inéquipée. Et je me souviens, j'ai une période un peu compliquée, évidemment, où je me sens très seule. Je rencontre à ce moment-là le père de mes enfants. Un truc de dingue. Je tombe folle amoureuse et réciproquement. Et les choses s'en suivent. Je tombe enceinte au bout de 5 mois. Le truc de fou. Alors c'est pareil, tu maîtrises rien. C'est en fait la vie tout d'un coup t'amène. Et je décide, contrairement aux statistiques, donc là je m'écoute, de chercher du boulot enceinte. En me disant, je me sens tellement bien que c'est le moment ou jamais. Sauf que dans un premier temps, je me fais rabrouer 3 fois. Dès lors que j'ai, moi, l'intention d'être très vraie dans ce que je dis, donc j'annonce à la fin de l'entretien quand on me propose des jobs, je dis, écoutez, je tiens à vous préciser que je suis enceinte. Et là, j'ai été, jetée comme une merde. Et ça a été très violent pour moi. Et du coup, je prends la décision, en m'écoutant profondément, d'aller chercher mon job. Et donc, aller chercher mon job, c'est regarder les entreprises qui me font kiffer, dessiner le job qui me ferait plaisir et de proposer des idées qui vont dans ce sens-là. Et là, j'envoie 2 candidatures spontanées. Ça s'appelle une candidature spontanée, tout simplement. Et aujourd'hui, les candidatures spontanées provoquent beaucoup plus de belles rencontres que de répondre à des annonces. Donc je vous le dis parce que ça, c'est un message qui est très puissant. Que là, tu envoies. Voilà. Et chez vous, les créateurs, je dis la même chose. Si vous allez dans une démarche spontanée pour proposer votre création et que vous adaptez à l'entreprise qui vous fait vibrer, pour laquelle vous avez envie d'être force de proposition, les probabilités pour que ça marche sont réelles. Donc je continue et j'envoie notamment une candidature spontanée au Parisien, au directeur général du Parisien. Je ne connaissais personne dans ce milieu. J'avais simplement un amour fou pour ce journal que je trouvais extrêmement pédagogue, assez neutre dans les prises de position ou en tout cas pluraliste et je sentais que j'avais quelque chose à y faire. Et j'envoie une candidature spontanée avec 2-3 idées. Je me souviens, ma candidature devait faire 2-3 pages. Donc, ne répondons pas du tout au code d'une candidature spontanée qui est censée faire 1 page. Vous voyez, tout ça est totalement cadré. Et moi, j'aime pas les cadres. Voilà. Et 3 jours après, le temps que mon courrier arrive, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on était sur des courriers manuscrits, je suis appelée par le numéro 2 du Parisien qui me propose de venir le rencontrer parce qu'il a été intéressé par ce courrier. Et donc je me présente, nous sommes en février, et au bout de 2 heures, il me dit, écoutez, c'est complètement dingue, je vous le dis, c'est très confidentiel, jusqu'à présent, on vient de se séparer de quelqu'un et on recherche en fait notre responsable de com, et on est en fin de recrutement, et là, votre candidature me paraît super intéressante, est-ce que vous êtes intéressé ? Évidemment que je suis intéressée, mais est-ce que vous êtes intéressé pour démarrer la semaine prochaine ? Et là, j'ai une espèce de panique en moi qui s'active. Et là, je le regarde, je me lève et je dis « Ah non, ça va pas être possible. » Je vous rappelle que je suis au chômage et que je cherche du boulot. « Ah non, ça va pas être possible. » Alors le mec, il me regarde, il dit « Mais elle est complètement jetée, elle. Comment ça va pas être possible ?» Et là, je dis « Bah non, parce que en fait, je pensais pas qu'il y avait un job. Et en fait, je suis enceinte de 5 mois et ma priorité, c'est mon bébé. Donc, il est hors de question que je prenne un job maintenant avec tout le stress qui y est associé, alors que ma priorité, c'est mon bébé. » Et il a quand même insisté. J'ai aussi insisté en disant que ça n'était pas possible, mais j'ai quand même insisté sur le fait que j'avais besoin de réfléchir. Il faut une force de caractère pour réagir comme tu l'as fait. Alors, force de caractère, une conviction intime. Oui, c'est surtout s'écouter. S'écouter, la clé, c'est ça, c'est s'écouter. À partir de ce moment-là, et ce jusqu'à la fin de l'interview, notre matériel audio s'est mis à déconner. Manque de bol, on s'en est rendu compte au montage.
Pour ce qui est de cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Myriam était intéressée par ce job, mais en termes de temporalité, ce qui était plus important pour elle, c'était d'abord de dégager du temps pour accueillir cet enfant dans un contexte paisible et exempt de tout stress lié à un nouveau travail à forte responsabilité. Et puis de commencer ce nouveau job quelques mois plus tard. Elle a très sincèrement expliqué ses besoins au numéro 2 de la boîte, et contre toute attente, celui-ci a accepté. Myriam faisant preuve d'une belle énergie, d'une écoute et d'une grande sensibilité, alors même qu'elle était enceinte et au chômage, son futur patron a bien compris que Myriam serait une responsable de com de grande qualité pour l'entreprise une fois qu'elle serait disponible. Comme quoi, faire part avec conviction et transparence de ses besoins est un pari gagnant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Si le ventre se serre, alors que vous savez que lorsque ce ventre se serre, c'est que vous êtes dans une situation d'angoisse, mais que c'est pas une angoisse d'excitation, c'est une angoisse de stress et de mauvais stress, ça vous dit quelque chose. Et là, en fait, la réponse pour moi, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout juste, je m'écoute sans m'écouter intellectuellement. En fait, j'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur parce que j'ai ressenti dans mon corps quelque chose qui me disait que je ne pouvais pas dire oui à quelque chose que naturellement je voulais, mais pas en l'état. Donc tout est possible dès lors que c'est déposé. Mais on apprend à s'écouter. Et tout à l'heure, tu disais, voilà, en 2030, 85% des emplois qui existeront à ce moment-là n'existent pas aujourd'hui. Absolument. Donc ça veut dire, si je résume, qu'on est une grosse génération d'autodidactes, qu'on doit tout apprendre. Oui. Mais c'est hyper vertigineux parce qu'en fait, on a déjà le gros travail d'apprendre à s'écouter, apprendre à écouter sa musique intérieure, et tu pourras un petit peu nous expliquer comment repérer les signaux pour écouter sa musique intérieure. Donc déjà, ça c'est déjà un méga gros taf, sachant que peut-être ce travail a beaucoup moins été fait dans les générations précédentes pour des raisons l'après-guerre, la sécurité, voilà tout ça. Donc on est cette première génération qui doit faire ce travail intérieur, et ensuite on doit tout réinventer, sachant qu'on n'a pas de modèles auxquels se raccrocher, de modèles économiques. On a peut-être, sachant qu'aussi l'argent, ce sont souvent les personnes, on va dire, qui peut-être plus âgées que nous, qui ont l'argent et qu'on a besoin de convaincre d'investir dans quelque chose, dans quelqu'un auquel ils ont aucun référentiel et qui savent pas du tout si ça va fonctionner. Je trouve que les enjeux, enfin que c'est vraiment pas simple, tu vois. Genre je sais que c'est enthousiasmant et moi je suis le premier enthousiaste de allez vas-y on y va. Mais en fait la réalité c'est, je pense, non seulement ça fait peur, mais en plus la réalité t'enseigne que c'est pas simple, quoi. Non, pour que c'est ça pas fonctionne. simple. C'est une chose d'être aligné, et c'en est une autre pour que le monde autour de toi il est aligné et il pige. Oui, mais alors, d'abord, c'est tellement riche tout ce que tu dis que je vais essayer de reprendre ce qui me vient à l'esprit. D'abord, pour moi, l'alignement du monde passera par l'alignement de chacun et de chacune. En fait, le monde ne sera pas aligné tant que la grande majorité de chacun de nous ne fera pas ce chemin. Tu dis c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible parce que c'est au fond inné. Nous avons des tas de surcouches qui sont celles de notre éducation, de nos croyances, de nos peurs, de la façon dont le monde nous a éduqués et conditionnés, dont il faut accepter que tout ça soit possiblement remis en question. Mais ça veut pas dire avec de la violence. Ça veut dire d'imaginer que on peut le remettre en question. Le monde est prêt à l'entendre. Et le monde, c'est à la fois nos aînés, c'est-à-dire ceux avec lesquels nous allons devoir aussi négocier, parce que comme tu le dis, c'est eux qui ont l'argent, c'est aussi eux qui ont le temps, mais ils sont preneurs de notre énergie, de votre énergie. Et je pense que il y a une chose essentielle, c'est que contrairement aux générations d'avant, où on se construisait seul, et le monde d'ailleurs te demandait de te construire seul. On te demande dès l'âge de la 3e de savoir ce que tu veux faire demain. Moi, je pense aujourd'hui que les enjeux du monde à construire, il est sur l'ensemble. C'est-à-dire en fait de parler entre nous, de pouvoir être dans cette générosité qui consiste à faire circuler à la fois nos énergies, nos questionnements. Allô, ici le Patate Club. Hello, c'est Nathalie Minot. Bon, je vais pas vous faire le coup du champ lexical de la patate, je pense que vous en avez déjà pas mal soupé. Je vous propose un plat plus direct. Juste vous dire que Sens Créatif m'a beaucoup apporté, puisqu'en premier lieu, ça m'a conforté dans mon envie de devenir pleinement illustratrice, moi qui suis à l'origine directrice artistique et intervenante en école. J'ai rejoint pour 5 € par mois le Patreon qui m'a ouvert les portes du Discord. Et là, j'ai découvert un univers infini, riche d'échanges, de partage en atelier, de défis graphiques, de rire aussi. Et ça m'a permis de rencontrer des gens en vrai. Et ça aussi, aujourd'hui c'est précieux. Donc rendez-vous de l'autre côté, patreon.com/senscreativepodcast.
Vous trouverez le lien dans les notes en bas de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Et hop, c'est dans la boîte. Oh, j'aurais dû m'enregistrer en mangeant des chips. Ça aurait été sympa. Quoique, peut-être pas très clair. Bon, pour une prochaine. Alors ouais, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil, Myriam, parce qu'en fait, t'es en train de nous décrire un monde formidable, mais nous, on a quand même besoin de bouffer. Alors ouais, moi, je suis très rationnelle. Écoutons nos besoins. Très concrètement, lorsqu'on est angoissé par l'idée, effectivement, de pouvoir faire rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir manger et avoir un toit. Déjà, d'identifier cette somme. Elle est faite de quoi ? Elle est faite de la nourriture dont on a besoin, d'un loyer que l'on peut partager éventuellement avec quelqu'un. Les vêtements, on se rend compte très rapidement que avec tout ce qui s'offre aujourd'hui, on peut s'habiller gratuitement, voilà, pour dire les choses clairement. Alors pas forcément exactement comme on souhaiterait, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'objectiver la situation de nos besoins. Et très concrètement, j'ai fait le test parce que à plusieurs reprises, j'ai eu ces discussions avec des personnes autour de moi, notamment des jeunes, et je les ai amenés à objectiver. Et on arrive assez rapidement à la somme de 1 500 €. 1 500 €, c'est effectivement un SMIC. Voilà. Des jobs qui vous permettent de pouvoir avoir un SMIC. Je dis pas qu'il y en a pléthore, mais il y en a. Moi, mes enfants, honnêtement, hein, quand par exemple j'ai besoin que la pelouse soit tondue et que ça me fait chier, je leur demande leur taux horaire. Et je suis hyper contente de leur, et je trouve ça normal. En fait, je pense que on ne mesure pas toutes les possibilités qu'on a pour faire rentrer un peu de sous et arriver en fait à cette somme qui nous permettrait déjà d'avoir une forme d'apaisement. Voilà. Alors évidemment que c'est pas idéal. Mon fils, un de mes fils me dit souvent, non mais tu te rends pas compte, j'ai pas le temps. Bah oui, j'ai pas le temps. Ok, je comprends que t'aies pas le temps, mais ce temps, en fait, y a que toi qui en a la maîtrise. Donc, tu vois, tu peux arriver à trouver. Et puis, bah, il s'est rendu compte que oui, il peut faire des éditions limitées de choses que les autres aiment. Ça lui permet de faire rentrer un peu de sous. Donc, est-ce que tu es en train de dire que dans un premier temps, pouvoir faire rentrer un SMIC en étant aligné ou en tendant vers quelque chose de plus aligné, déjà c'est possible et c'est un premier pas vers quelque chose de plus ambitieux. Oui, surtout ce que j'ai envie de dire, c'est ne lâchez jamais votre envie d'être créateur, même si aujourd'hui vous n'avez pas la réponse de comment je vais pouvoir en vivre. C'est ça que je suis en train de dire. En fait, l'alignement, c'est comme un horizon sur lequel en fait on peut passer à droite, à gauche, et on en fait tirer des bords. Le chemin, voilà, on peut aller sur les bords en fait. C'est pas forcément une autoroute. Comme ce que tu disais tout à l'heure, que tu étais prête à peut-être aller vendre des fruits et des légumes sur la place du marché. Voir quel scénario. Non, mais parce que vraiment, je soulève l'exemple. Ça m'avait fait écho parce que on peut être quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a plus d'outils et d'accompagnants pour apprendre à se connaître et on est plus aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. Et ça peut être très frustrant d'avoir conscience de notre musique intérieure, des possibilités, des talents, de ce qui est possible et que on n'y arrive pas et que d'aller vendre des fruits et des légumes, ce qui est très très noble en soi, et c'est pas un jugement de valeur là-dessus, mais si notre alignement et on se dit mais en fait c'est pas ça que je suis censé faire, ça peut se ressentir comme une boule au ventre de je suis pas censé faire ça et être vécu comme un échec. Alors, je veux dire, l'alignement peut devenir hyper dur. Jérémy, quand tu t'es posé la question d'aller vendre des gaufres quand tu n'avais plus de rentrée d'argent, qu'est-ce que ça a dit chez toi? Voilà. Et est-ce que c'est pas le moment où tu as mis le worst case scénario en place et que tu t'es dit mais en fait je suis créateur, je suis pas, j'ai pas cette ambition-là de bosser pour quelqu'un d'autre. C'était pas mon idée. Merci pour cette piqûre de rappel. Et en plus, c'était le vendeur le gérant de l'entreprise de gaufres qui m'a dit, yeux dans les yeux, Monsieur Kleiss, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de faire? C'est énorme le cadeau qu'il t'a fait, ce chef d'entreprise. Il était prêt à me donner le job. C'était un moment donné où j'avais besoin d'argent, j'avais plus beaucoup de travail en illustration, je venais de devenir papa et 4-5 mois de pas de travail et j'étais genre je dois mettre de la nourriture sur la table. Et c'est ce monsieur qui m'a dit écoutez, moi j'ai besoin de faire confiance à quelqu'un. Je suis prêt à vous donner le job, vous m'avez l'air intelligent, cultivé et tout, mais je le sens arriver, vous avez une file entre les doigts parce que c'est pas ça que vous avez envie de faire, quoi.
Donc tu vois comme tu étais aligné et lui pour aussi. que ça puisse à la fois être visible de l'autre, pour qu'il en arrive à te l'exprimer et te faire ce cadeau. C'est vrai. Et en fait, ce que je veux dire, parce que je vais essayer d'être très concrète, parce que je comprends très bien, et honnêtement, quelqu'un qui me dit j'ai pas envie d'aller vendre des fruits et des légumes parce que pour moi c'est un échec, je le reçois 5 sur 5. Parce que si c'est cette visualisation que la personne a, elle est juste. Et donc moi, je ne le discute pas. En revanche, je vais l'amener à explorer d'autres champs qu'elle n'a même pas imaginés et qui va faire que, au bout d'un certain temps, un peu comme une recette, il va y avoir des tas d'ingrédients sur la table. Et moi, je vais mixer avec tous ces ingrédients des idées auxquelles elle n'a même pas pensé. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis qu'on a tout en nous, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le partager et que la clé, elle est là. Elle n'est pas de le garder pour soi et de penser que nous-mêmes, on va réussir à faire la meilleure des recettes parce qu'on a tous les ingrédients. Non. Il y a une alchimie qui doit se faire et souvent, l'alchimie, elle vient du regard distancié qui doit être évidemment bienveillant dans cette posture d'égalité à égalité et qui va te permettre de pouvoir voir ce que toi, tu ne vois pas. Et ça va faire eureka. Et c'est tellement évident que vous allez vous rendre compte à quel point cette idée, elle était là, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est pour ça que la magie du monde qui s'ouvre, elle est dans le ensemble. Elle est entre toi, moi. Donc, moi, je pense honnêtement que l'enjeu du monde, c'est la qualité de la relation. D'abord avec soi, puis avec les autres. Si on arrive en fait à cultiver cette qualité de la relation, alors oui, je pense qu'on sera en capacité de pouvoir exprimer à la fois nos besoins, de pouvoir les challenger en acceptant l'idée que c'est pas tout seul qu'on va tourner en rond dans ce truc-là, parce qu'on voit bien à quel point ça libère quand on entend quelqu'un qui, soit dans un podcast, soit dans une interview, soit dans un article, est en train de te déposer quelque chose que tu as ressenti maintes et maintes fois et que tu pensais être seul à vivre. Eh ben non, on est tellement nombreux à être traversés par ces questionnements, ces angoisses, ces doutes, le fait que non, on va pas y arriver, que non, c'est pas possible, que le monde est en train de te dire que t'as pas ta place. On a tous notre place. On n'a pas décidé d'arriver sur cette terre sans y avoir une place. Nous avons notre place. Et notre enjeu, notre mission, c'est d'arriver à la trouver. Et elle est re-questionnée régulièrement. Encore une fois, moi j'ai 59 balais et c'est ça qui me maintient en énergie et en vie. C'est ce que je dis à mes enfants qui me disent « Ouais, c'est pas facile de trouver notre place et tout. » Ben ouais, mais moi aussi c'est pas facile de trouver aujourd'hui ma place. Mais l'important c'est d'avancer vers soi, de remplir ce vide et d'arrêter de croire aussi que c'est la société qui va nous remplir. Que c'est les croyances qui vont nous remplir, que c'est notre éducation. Tout ça participe à qui nous sommes. Mais notre libre arbitre, il faut le cultiver. Tu peux redéfinir. Redéfinir, tout simplement. Tu peux redéfinir, en fait. À tout, tu peux rejouer. Le statu quo, tu peux redéfinir oui. Saloperie de statu quo. Et sans faire de mal à quiconque. C'est ça qui est doux. Et c'est ça qui est chouette. J'aimerais bien qu'on fasse un tout petit flashback, flash forward, et que tu nous parles en fait du moment où tu t'es retrouvé justement dans le creux de la vague. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire un parcours quand même assez rapide pour présenter un TEDx? Alors ouais, c'est un truc assez fou. Donc je me retrouve avec ce moment compliqué où, comme je vous le disais, j'ai plus rien. Et très vite, je me dis bon, là il faut que je travaille ma visibilité. J'en parle autour de moi parce que c'est toujours ça qui est important, c'est d'en parler. C'est toujours la même chose, d'exprimer ses besoins. Et je demande de façon extrêmement factuelle à toutes ces personnes formidables qui sont très touchées par ma situation. Que voilà, ce dont je vais avoir besoin, c'est, puisque très gentiment on me demande en quoi on peut m'aider, et je dis très concrètement de m'aider sur ma visibilité. Et une coach que je suis depuis un certain temps et qui m'accompagne me dit Myriam, faut absolument que tu fasses un TEDx. Non, attends, moi je ferai pas un TEDx, mais même pas en rêve. Mais attends, mais pourquoi tu vas pas faire un TEDx? C'est le Graal, quoi. Ouais, mais moi je veux dire pourquoi de passer du tout au tout, quoi. Ouais. C'est genre, tu dois faire un TEDx. Ah, okay, ouais, elle dit tu dois faire un TEDx parce que c'est ce qui correspondra le mieux à ta visibilité. C'est très puissant et en plus de ça, la façon dont tu accompagnes les dirigeants, ça peut être très inspirant pour un TEDx. Et moi, ma réaction première, parce que je suis toujours très dans cette espèce d'intuition forte. J'avais plus rien là. J'avais plus rien. Non, j'avais plus rien, plus de clients, plus rien. Et je dis non. Moi, TEDx, ça me plaît pas du tout. Mais pourquoi ça te plaît pas? Mais parce que c'est hyper fermé, quoi. En fait, c'est hyper rigide. C'est calibré. C'est très calibré, c'est codé, c'est tout ce que je déteste en fait, dans le sens où pas du tout le TEDx parce que j'en écoute beaucoup, mais en fait, je ne me ressens absolument pas dans cette énergie.
Et puis, il s'avère que... Mais tu t'étais écouté. Enfin, tu t'étais Et, écouté. et là, en disant ça, je m'écoute. Mais je m'écoute, en fait, j'écoute mes peurs. C'est Vous voyez, important c'est toute de la mettre... différence. T'as totalement pas la raison. même chose, voilà. Pas du tout la même Tu t'es chose. laissé Et cette embobiné par coach, tes peurs. qui en fait est un peu une sparring partner, mais pas qu'un peu, même une vraie sparring partner, revient à la charge et me dit, tu sais, je me suis permis de parler de toi à une organisation qui est en train, et c'est pas le fruit du hasard, qui est en train d'organiser un TEDx autour du thème de créer du lien, connecting the dots. Et Elle là, t'a mis en mouvement. elle me dit, mais tu peux pas y échapper. Donc j'ai parlé de toi et ils sont hyper intéressés à t'écouter. Et donc là, évidemment, je suis un peu coincée. Quand je dis je suis un peu coincée, c'est que je me vois pas dire non, parce que c'est quand même un truc de fou. 2, je suis pas du tout sûre d'être prise, parce que je sais qu'il y a tout un process qui est un peu compliqué. Ça rassure un petit peu ça, à la rigueur. Alors, oui, ça rassure, voilà. Je tente, on verra. Et du coup, je réponds en fait à l'organisation, je remplis ma candidature, et puis à un moment donné, ils te demandent de donner tout le résumé de ton script, c'est-à-dire tout ton conducteur. Et il faut envoyer ta candidature avant minuit à une telle date, et il est minuit moins 2, pour vous dire à quel point j'avais envie d'y aller. Et en fait, j'ai absolument pas écrit mon script, et là je me dis, ok, de toute façon, je vais le faire parce que je peux pas dire non à cette opportunité que j'ai, mais voilà, je n'ai pas le script, donc j'appuie quand même sur envoyer sans le script, en me disant, de toute façon, je vais être éliminée de fait. Et puis 15 jours après, je suis contactée en disant que j'ai passé la première étape et qu'ils sont très intéressés par ma posture, mon approche et ce que j'en dis. Et ils voudraient en savoir plus, donc je vais avoir un entretien qui m'amènera ou pas à l'étape d'après. Et j'ai cet entretien qui devait durer un quart d'heure, qui dure 1h30. 1h30 1h30. Et ce jeune homme, manifestement, est totalement emballé par mon approche et me dit ce que je trouve extrêmement intéressant. Et c'est là où, en fait, moi, j'avais pas forcément conscience de ça. Il me dit, c'est cette posture d'égal à égal qui est manifestement la clé de tout. Je dis oui, mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais lui, tu sens qu'il retient ça. Et j'apprends la veille de Noël qu'en fait, je suis sélectionnée. Il y avait 40 personnes qui avaient candidaté et on a été 10 à être sélectionnées. Et là, me voilà partie pour un espèce de marathon qui a duré quand même 3 mois. Où en fait, je suis passée avec l'idée que ça allait être extrêmement facile pour moi de détourner en fait ce côté très rigide, parce que je suis très à l'aise dans l'improvisation, donc je vais improviser. Et puis voilà, finger in the faire nose. du stand-up, quoi. Voilà. Sauf qu'il te demande entre-temps de remplir une première étape qui est de donner toutes tes parties et de commencer à envoyer ton texte. Donc je commence à ruser. J'envoie en fait mes 10 portes d'entrée en me disant mes 10 portes d'entrée, c'est ce qui va me permettre d'improviser. Et puis à un moment donné, je me dis faut quand même falloir que je me mette à bosser là. C'est-à-dire que je vais tester ma capacité à improviser sur ces 10 portes d'entrée. Et me voilà ici, là, exactement au endroit où nous sommes, avec mon micro de mon portable. Et puis je démarre. Et là, la cata. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. Et là, je comprends que ça va pas du tout le faire. Que je n'ai absolument aucune autre solution que d'écrire un texte de la première ligne à la dernière. Et là, je fais 10 versions différentes. Entre-temps, je suis accompagnée par une coach à qui j'explique l'angoisse que j'ai d'apprendre un texte parce que j'ai des gros problèmes de mémoire. Je retiens même pas les chansons que j'adore qui font 2 minutes 30 pour vous dire. Et en même temps, elle me dit, non mais là Myriam, t'es embarquée, t'y vas? Oui, j'y vais, je vais y aller, mais j'ai quand même cette problématique-là. Il dure 17 minutes. Hein. Ouais, et au départ, je me dis, il fera 10 minutes. Donc déjà, je me dis 10 minutes, très concrètement, ça fait 4 pages. 4 pages en police 10-11. Donc voilà, pour vous dire. Apprendre 4 pages, c'est énorme pour moi. Mais ce qui est incroyable, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est que entre ce que vous écrivez, parce que j'ai une écriture assez facile, et le fait de l'apprendre par cœur, il y a votre cerveau qui retient des choses et des choses qu'il ne retient pas. Donc je me rends compte que au moment où je pense que j'ai écrit mon texte, que je le tiens bien, en fait, je n'arrive pas à retenir des tas de phrases. Donc je suis obligée de réécrire à chaque fois pour que mon cerveau retienne des phrases qu'il va retenir. Mais ça, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et du coup, je me retrouve en fait à exercer, et je vous promets, une semaine avant, je ne connais toujours pas mon texte de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, je bug. Et nuit et jour, je le répète,
J'ai ma fille qui a été super, qui m'a exercé, qui se foutait de ma gueule d'ailleurs, elle était morte de rire. Je suis allée voir une coach comédienne. Je suis allée voir ma coach plusieurs fois pour qu'elle me. T'as beaucoup de coachs. Ah non, mais j'ai beaucoup de coachs, mais des coachs, la terre entière m'a coaché. Voilà. Je me suis exercée sur un parking. Et puis une semaine avant, ça y est, je tiens mon texte. J'ai ma fille qui vient avec une amie. Elle voulait venir m'écouter à Grenoble et puis elle peut pas venir. Et du coup, je lui ai dit si tu veux, je vais te le faire en live. Sparring partner. Voilà. Style. Elle m'a dit je vais te le faire en live. Et là, le moment incroyable que je vous partage parce que c'est tellement délicieux, ça c'est direct dans mon petit carnet. Hein. C'est le moment où je délivre face à ces 2 jeunes filles mon texte du début jusqu'à la fin et où je prends du plaisir. Et là, je comprends qu'il vient de se passer un truc énorme. Énorme. Excellent. Et là, je fonce dans mon petit carnet. Je me souviens, j'ai écrit toutes mes sensations. C'était l'ingrédient qui te manquait. Tu ne prenais pas de plaisir jusque-là. Il y avait un truc. Voilà. Et 2 jours avant, j'ai une énième répétition avec ma coach. Je suis assez à l'aise. J'arrive finger in the nose dans son cabinet. Et puis, je délivre mon truc et j'oublie l'essentiel. J'oublie de parler du carnet. Quand même, le truc de fou. Hein. Et là, je suis totalement dépitée. Je me marre tellement la situation est risible. Parce que c'est vraiment ton truc, le petit carnet. Ah ouais. Quand même. J'en arrive à 2 jours avant ma prestation, oublier l'essentiel qui est ce petit carnet. C'est quand même un truc de fou. Bah oui, c'est l'outil. Et là, je comprends en fait que j'ai pas d'autre choix que de lâcher prise, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Inch'Allah. Et je me dis de toute façon, maintenant, je vais m'amuser. Et puis, si jamais je bug, j'assumerai le fait que je bug. Et je suis très à l'aise avec cette idée. C'est toujours pareil de cette situation du pire que t'imagines. Ouais, d'accepter la vulnérabilité. Quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais à la salle que j'ai un gros trou et que j'ai pas de prompteur, que j'ai pas de souffleur, que j'ai un gros problème de mémoire et que je suis désolée, que je fais ce que je peux, que là je vais continuer à improviser, mais que voilà, ça peut nous emmener, je sais pas. T'as encore visualisé worst case scénario, c'est ça. Ouais. Et ça m'a libéré d'un truc énorme. Bon, il y a un truc super, c'est que t'avais ton carnet. Et en tu fait, ne pouvais pas l'oublier. Et ouais, j'avais mon carnet dans les mains. Ah oui, Donc c'est juste dans la vidéo, oui. pas. Pardon, au moment même. On spoil pas, on vous donnera le lien. Et arrive ce jour magique où 1 minute avant, j'ai un trou noir. Avant de rentrer sur scène. C'est la totale, c'est le track, là. Ouais. Et là, je me dis, ok, tu n'as pas d'autre choix. J'appelle mon ami La Confiance. Allô, La Confiance. Et je lui dis, je suis parti en vacances. Non, c'est bon. Non, c'est à toi de jouer. Et je monte sur scène. Il y a un truc qui se casse ta gueule devant mon passage. Ah, il y a un élément extérieur. Exactement. Je me retourne derrière la salle entière parce que je comprends pas ce qui se passe et la salle me voit perturbée. Et ça a complètement... et ta réaction, elle a créé le dots, le lien. Exactement. Le lien a été créé et l'histoire a démarré. Et j'ai vécu un moment absolument incroyable. J'ai envie de la revoir maintenant, la vidéo, parce que j'ai eu le privilège de la voir avant. Et maintenant que tu as raconté ça, je vais pouvoir la revoir en disant « Ah, il se jouait ça. » Exactement. Donc un moment incroyable. Et que dirais-tu à quelqu'un qui est peut-être un peu fatigué, qui vit peut-être dans un certain confort, qu'il a peut-être durement gagné, et que faire ce travail de remise en question, de changer ses idées, de peut-être changer un équilibre qu'il a trouvé, qu'il l'a maintenu, qu'il le maintient, qui peut-être à défaut d'être parfait ou 100% aligné, parce que peut-être que l'alignement peut aussi devenir une sorte de dictature, de truc absolu à devoir atteindre. Tu dirais quoi à ces personnes qui se disent oh, franchement laissez-moi tranquille quoi. J'ai juste, je sais que tout n'est pas tout n'est pas à 100% aligné, mais genre j'ai besoin de me laisser vivre et de pas constamment moi je suis 100% de ton côté avec l'histoire de mouvement et tout, mais je peux aussi entendre le discours j'ai compris des choses et genre je vais de l'avant et je sais que j'ai pas tout pigé, mais tant pis quoi. Déjà tu penses bien que j'accueille, et en même temps il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis quand tu parles de la dictature de l'alignement, et c'est là où je pense qu'on ne parle pas de la même chose. L'alignement n'est pas ce que l'autre considère pour toi. L'alignement, c'est un ressenti intérieur de toi à toi. C'est toi qui ressens la douceur d'être aligné. Ça n'est en aucun cas une injonction, c'est simplement une douceur. Donc moi je dis, il n'y a pas de mal à se faire du bien, bien au contraire, j'invite le monde à se faire du bien. Voilà. Mais inviter le monde à se faire du bien ne veut pas dire que tout va être facile.
Mais en même temps, dans cette difficulté, t'apprends tellement de toi que ça te permet de franchir des étapes que tu n'imaginais même pas, dans un espèce de confort qui, s'il t'énergise toujours, surtout tu n'en bouges pas, c'est que t'es sur une plateforme délicieuse et qu'il faut que tu la goûtes. Si en revanche, ça ne t'énergise plus, c'est-à-dire que tu n'as pas entre guillemets le sentiment que tes journées, que tes moments ou que tes journées ne sont pas remplies, ou en tout cas qu'il y a plus de moments qui te mettent en joie, là je te dis, c'est des signaux qui t'indiquent non pas que tu vis quelque chose de terrible, mais que tu es prêt, tu es prête éventuellement à t'écouter pour ouvrir un autre chemin. Voilà ce que ça dit. Après, le temps que tu mettras, c'est le tien. Personne n'a à te juger. Il n'y a aucune injonction à l'alignement. Il y a simplement une douceur d'aller vers si on en a envie et que c'est possible. Moi, c'est plus une porte que j'ouvre. Une porte dans un monde qui a tendance à tout refermer parce que la peur a submergé nos esprits. Et moi, je dis ouvrons notre cœur, parce que si on ouvre notre cœur, alors on est vers soi. Et être vers soi, c'est un puissant fond de délices. Voilà, de découverte. Et si tu te remplis de toi, alors, je pense que dans ces moments d'incertitude, dans ces moments d'angoisse, dans ces moments d'inconnu, tu es mieux équipé que la moyenne. Voilà ce que je pense. Et je pense que pour les générations qui viennent, c'est très important de leur transmettre ça. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont le recevoir 5 sur 5 parce qu'encore une fois, on revient à l'origine. Un enfant, il est totalement connecté à ça. Donc, même pour les jeunes parents, je dis, mais c'est trop bon, quoi. Si vous arrivez à être dans cette énergie pour vous et pour vos enfants, mais quel cadeau. Quel cadeau. C'est énorme. Alors, à contrario, on a l'alignement absolu. C'est-à-dire vraiment être 100% aligné. Et ça, on le voit vraiment, par exemple, avec la question de l'éco-conscience, en fait, qui est très important en ce moment. On l'a vu ces derniers jours avec des pics de chaleur de fou, on est retombé de 20 degrés, enfin un truc de dingue. Et donc forcément ça entraîne aussi des radicalisations et dans certains domaines, l'alignement absolu est devenu vraiment un fer de lance, quoi. C'est important de pas dévier de la trajectoire. Dans notre situation de créateur, il y a des questionnements en fait qui viennent justement survitaminer l'alignement, mais quels en sont les risques, quels sont les dangers en fait de vouloir être absolument aligné? Est-ce qu'on passe pas justement à côté de ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité d'aller de bord à bord, de passer par des chemins de traverse, si on conserve cet horizon? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas se mettre un objectif d'alignement. Ça devient un enjeu, c'est ça que tu veux dire? Et les enjeux. Non, je parle même d'un objectif dans le sens où voilà, okay. Exactement. Ce qui me gêne avec la notion d'objectif, c'est qu'on se doit de l'atteindre, donc ça devient une pression telle qu'on se met sur les épaules, un peu comme le yoga, tu sais, tu dis faut faire du yoga ou de la méditation parce que ça va te faire du bien, puis que t'essayes et puis t'y arrives pas. Et là, tu te rends compte qu'en fait, le fait de ne pas y arriver est encore pire que le moment où tu n'en faisais pas, où tu ne savais même pas que ça existait, parce que là, tout d'un coup, tu te rajoutes une injonction supplémentaire et un poids supplémentaire, c'est que tu n'arrives pas à méditer. Donc, ne pas arriver à être aligné, c'est, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas possible. En revanche, ce que j'ai envie de dire à vous, tous les créateurs et les créatrices, qui avez cette sensibilité sans doute plus déployée que la moyenne, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez en fait ce corps qui vous parle, écoutez ce cœur qui vous parle, produisez, allez exprimer vos besoins, allez rencontrer les entreprises, allez être force de proposition parce que le monde a besoin de votre souffle. Voilà. Moi, c'est de ça dont je parle. Bien sûr que la notion d'alignement, moi, tu vois, il y a pas d'examen à passer qui dirait qu'aujourd'hui t'es aligné ou que tu l'es pas. Mais non, c'est ça qui est puissant, c'est que il y a des moments où on va te sentir hyper aligné et du coup tu vas voir que tout est facilité. Et dans ces moments-là, bah évidemment qu'il faut multiplier tes actions. Moi, il y a, tu vois, le mois de juin par exemple, ça a été un truc de fou. Depuis le début juin, là, je te dis pas toutes les portes qui sont ouvertes, mais c'est un truc de dingue. C'est même trop parce que ça me fatigue en fait. Mais pour autant, le mois de mai, c'était beaucoup plus soft, voilà. Et quand tu sens que t'es aligné, bah tout s'ouvre en fait. L'alignement, c'est la justesse. Ouais, c'est l'équilibre entre les choses dont on a besoin et qui nous tiennent. Et en fait, ça passe par je m'écoute.
Je m'écoute, j'écoute mes ressentis, j'écoute mon corps, j'ancre. Alors moi j'aime bien l'idée du carnet. J'ai commencé à le faire, ça. Ouais, c'est vrai. Super, voilà. Et tant mieux. Je suis super contente, Jérémy, parce que cette histoire de carnet qui va bien au-delà du carnet, en fait, c'est un petit carnet qui, je dis petit parce qu'il faut que vous puissiez l'embarquer partout. Et l'idée c'est que ce carnet recense essentiellement les moments dans lesquels vous avez considérer qu'il y avait de l'énergie, de la belle énergie qui avait circulé. Des moments où vous êtes senti bien. Ça peut être une main sur l'épaule qui vous a réchauffé, ça peut être un compliment, ça peut être une réunion dans laquelle vous avez brillé, ça peut être un film que vous avez adoré, ça peut être une chanson qui vous a fait frissonner. Tous ces moments où vous sentez que votre corps, votre tête vous dit « Ouh, il y a bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Et là, tu peux aller le déposer dans ton petit carnet là, qui n'appartient qu'à toi. Tu n'es pas obligé de le montrer à quiconque. Voilà. C'est que à vous. Moi, je ne Tu déposes tes joies. Tu déposes tes joies, mais très précisément, tu associes à ces joies que tu déposes tous tes ressentis. Et en fait, l'objectif, c'est d'ancrer ce que moi j'appelle la mémoire joyeuse. Pourquoi ? Parce que notre corps, notre tête est faite de telle façon que les moments les plus difficiles, c'est ce que le cerveau met à la surface pour pouvoir nous permettre d'être équipés en cas de danger. Or, on voit bien qu'on est dans un monde quand même où les dangers sont quand même beaucoup moins importants qu'ils ont pu l'être du moment de l'homme de Cro-Magnon. Du coup, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir nourrir cette mémoire joyeuse pour qu'elle prenne le dessus sur cette mémoire anxieuse et faire que dans les moments clés où vous devez prendre des décisions, c'est l'énergie de cette mémoire joyeuse qui vous permet de prendre la bonne décision. Et là, on en revient à mon histoire de l'âge de 13 ans, quand je dois prendre cette décision où tout d'un coup, ce qui s'est activé, c'est la confiance que mes parents avaient en moi et qui fait que immédiatement, j'ai eu l'intuition de prendre la bonne décision. Alors que sur le papier, intellectuellement, personne n'aurait pris la décision que j'ai prise. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas forcément face à vous. Et la mémoire joyeuse, c'est aussi, ça permet aussi de faire des connexions, comme tu dis, d'ancrer. On dit souvent, les paroles s'en vont, les écrits restent. Absolument. Et quand au fur et à mesure, on s'exerce à exprimer le ressenti de ce qu'on a ressenti, et ça nous permet de faire des connexions pour justement tendre vers cette musique intérieure, parce qu'on se rend compte que de manière répétée, quand je suis dans cette situation, quand je parle avec un tel ou une telle, quand je suis dans cette énergie, il y a une étincelle qui se crée, et du coup ça peut petit à petit dessiner un phare à l'horizon vers lequel tendre, vers lequel se mettre en mouvement, parce qu'en fait c'est plus clair plutôt que je me suis senti bien et puis on passe à autre chose et puis après on est happé par une émotion négative ou on passe à autre chose, un problème ou je ne sais quoi. Quand au fur et à mesure on conscientise toujours mais attends, mais c'est quand même la 10e fois que je me rends compte que ce truc, je le savais, mais quand même de me rendre compte que ça m'énergise de fou, peut-être que de prendre des choix, de faire des choix dans ma vie. Exactement. Qui vont de plus en plus dans cette direction. Ça te permet de cheminer vers la connaissance de toi. Parce que tous ces événements qui se sont déroulés et qui t'ont procuré cette belle énergie disent tellement de choses de toi que ça va te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et d'activer ce qui te procure de la joie. Alors que aujourd'hui, on a tendance à balayer tout ce qui va bien comme si c'était d'une banalité affligeante, donc on ne l'ancre pas, tandis que tout ce qui ne va pas, on s'endort avec. Ça veut dire que pendant toute la nuit, le cerveau, il travaille sur la matière noire, qui est tous les petits bugs ou tous les grains de sable que tu as rencontrés dans la journée. Alors même que la puissance que l'on devrait donner à notre cerveau, c'est bien celle qui est nourrie par ces moments délicieux qui traversent nos vies en permanence. Et quand on est dans un moment un peu de down, où on n'a pas les clients qu'on aimerait avoir, où on rame sur une création qu'on n'arrive pas de pouvoir se replonger dans ce petit carnet qui vient te nourrir de toi, d'une réalité qui a existé, je te dis pas ce que tu renvoies à ton cerveau. Et du coup, ça va te permettre aussi, je pense, de réactiver, en fait, et de débloquer ce fameux grain de sable que tu vas pouvoir pulvériser grâce à cette mémoire joyeuse. Donc c'est puissant quand même. On envoie un petit défi à nos auditeurs et nos auditrices. Ceux qui veulent, celles qui veulent, prenez ce petit carnet-là, faites le test que propose Myriam et puis écrivez-nous et dites-nous ce que... Ah ouais, cool. Dites-nous ce que vous avez ressenti, si ça vous a fait du bien. Voilà, simplement. Pour ceux qui veulent jouer le jeu. Puis après, il y a l'étape d'après. C'est une fois que j'ai mon carnet, qu'est-ce que j'en fais ? Voilà. Alors, je vous invite encore une fois à le relire. Soyons très concrets parce que c'est mon côté taureau, hein. Puis voilà. Et puis sparring partner aussi, qui est à un moment donné, il faut que ce soit efficace parce que moi, je travaille pour des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des managers qui ont besoin de résultats. Voilà. Et très concrètement, ce que moi je trouve intéressant de faire, et c'est là où la notion d'ensemble et de sparring partner est importante, c'est une fois que vos besoins sont peut-être plus clairs, c'est de pouvoir les exprimer.
et les exprimer à blanc vis-à-vis d'un sparring partner qui va accueillir et qui va réagir à tout ça pour savoir peut-être et vous aider à comment je le dis, comment je chemine vers l'autre, qui peut être un client, qui peut être un prospect, qui peut être même éventuellement un futur associé. Comment je vais vers cette personne pour pouvoir lui proposer en fait ce que mon cœur me dit de juste, d'aligné et que j'ai envie de proposer pour que en gros ça fasse aussi sens pour lui. Voilà. Et c'est là où cette notion de sparring partner est super importante parce que du coup le ou la sparring partner joue ce rôle de l'autre imaginaire qui est si angoissant, hein, qui encore une fois peut être le client, le prospect. Et en fait, je pense que ça peut, c'est pas je pense, c'est que je le vois, ce que ça peut libérer comme énergie extrêmement puissante pour que d'une idée, ça devienne une réalité et même très salvatrice parce qu'on vous dit merci en face. Oh, qu'est-ce que t'as bien fait de venir me proposer cette idée. Et je vais vous donner encore un exemple parce que ça, je trouvais aussi que c'était très concret en entreprise. Je le raconte dans mon TEDx. Il y a une jeune femme chef de projet qui devait avoir, je sais pas, 30-35 ans. Et je recherchais quelqu'un en CDI. Et puis, elle vient me voir, honnêtement, profil top. Et je lui dis, en fait, votre profil m'intéresse, ou ton profil, je sais plus si je la tutoyais à l'époque. Elle me dit, oui, mais sauf que moi, je veux pas de CDI. Je veux un CDD parce que j'ai pas du tout envie de m'engager et je sais pas ce que je ferai dans un an. Elle est en train de te dire, c'est pour une période donnée, oubliez-moi. Elle m'exprime ses besoins, ouais. en fait. Sauf que ses besoins versus les miens, il y a un gap. Bah oui. Sauf que la différence entre quelqu'un qui les aurait pas exprimés et quelqu'un qui les a exprimés, c'est que moi, j'ai entendu les besoins. T'as reçu cette énergie-là. Et j'ai reçu cette énergie. Et j'ai reçu une énergie de sincérité. Et l'énergie de sincérité a pris le dessus sur tout le reste. C'est que je me suis dit, mais cette nana, je veux pas la lâcher parce que j'aime sa sincérité. Parce que travailler avec quelqu'un de sincère, c'est tellement puissant. Ça va tellement au-delà d'un CDI. Je te coupe 2 secondes, mais mon papa, il a un jour dit, on peut pas en vouloir aux autres si on n'a pas exprimé nos besoins. Et on est souvent là par pudeur, par gêne ou parce qu'on a une certaine image, je ne sais quoi de. Exactement. On n'ose pas dire alors Exactement. qu'on a vraiment besoin et on se retrouve à faire parfois des stratégies pour arriver à nos fins de manière totalement alambiquée. Alors qu'il suffirait de les exprimer. Voilà, très clairement, en disant voilà quels sont mes besoins. Mais ça demande de la vulnérabilité. De la vulnérabilité, de dépasser quand même ses peurs. Hein, parce que il y a souvent des peurs qui s'activent à ce moment-là. Hein, c'est la peur du regard de l'autre et du refus de l'autre. Et si on considère que le non est aussi doux qu'un oui, parce qu'un non peut aussi vous sauver, que ce soit votre non ou le non de l'autre, la vie elle est beaucoup plus facile. Mon thérapeute disait toujours, on peut tout demander tant qu'on est prêt à ce qu'en face on nous dise non. Yes, mais évidemment. Le non égale le oui, en fait, en puissance. Pourquoi est-ce qu'on donnerait plus d'importance anxiogène au non ? Alors qu'un non, encore une fois, peut ouvrir un champ incroyable. C'est une prise de position. Regarde, ça permet de clore une discussion aussi, quoi. Ouais, et puis peut-être du coup t'amener à entendre un non que tu ne voulais pas entendre. Regarde ce vendeur de gaufres. Oui. Ce non fut un oui à ton projet, un oui à 100% à ton projet. C'est vrai, j'ai notamment lancé Sens Créatif suite à ce nom. Et voilà. Voilà. Et pour boucler l'histoire, donc finalement cette collaboration, on fait des arcs narratifs, on fait des super. Ouf. Alors là, ouais, c'est du Georges Perec là ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, cette collaboratrice, tu lui as dit oui. Alors cette collaboratrice, j'étais tellement touchée par sa sincérité du fait qu'elle m'avait exprimé ses besoins que inconsciemment, c'est toujours pareil parce qu'évidemment tout ça va très très vite. C'est que je me dis, mais en fait, une fille qui exprime ses besoins dans le boulot, ça vaut de l'or. Parce que ça veut dire qu'elle est en capacité d'exprimer les besoins de l'entreprise à l'extérieur. Ça veut dire que la relation et la communication, la qualité de la relation que nous aurons sera d'une fluidité parfaite. Parce qu'en plus, moi, je suis dans cet état aussi d'exprimer ses besoins. Je vous cache pas que quand elle m'a dit je veux pas, je me suis dit elle est gonflée. J'ai toujours été claire en disant que c'était un CDI. Qu'est-ce qu'elle vient me faire perdre mon temps? Mais c'est la même situation. Mais elle a fait la même chose que toi. Elle a fait la même chose que toi. Tu t'es retrouvée dans cet écho. Oui, exactement. Ça, et du coup, je lui ai dit oui. Et puis c'est elle l'année d'après qui revient me voir et qui me dit en fait Myriam, j'aimerais bien passer en CDI. Et en fait, on a bossé pendant 10 ans ensemble et on s'est éclaté. Quelle morale. C'est chouette, hein? Ouais, c'est super. Donc, si je résume un petit peu, c'est d'abord apprendre à s'écouter. Oui. Ensuite, ancrer cette musique intérieure. Ce qui nous fait du bien. Ce qui nous fait du bien.
et ensuite avoir un vis-à-vis. La tester, Oui. ouais. Genre, La tester oui. avec quelqu'un. Évidemment, le sparring partner, peut-être tout le monde ne passera pas ce pas-là, mais en tout cas d'être dans une Parce qu'il faut énergie trouver la bonne personne. de collective, ou du moins d'avoir un vis-à-vis, d'avancer ensemble justement et D'oser d'arrêter. le déposer. Ouais. Voilà, oser le déposer. Mais nous, c'est ce qu'on besoin. fait, Jérémy, L'exprimer. on est sparring partner. Mais tout le ouais, temps. tiens, allez, Ah, high voilà. five, Voilà. mon gars. Mais Non, ouais. complètement. Mais ouais. Complètement. Et puis je suis aussi passé par tes soins aussi, Myriam, et c'est vrai qu'il y avait cet accompagnement là sur le sparring partner, tu l'as très bien fait, ça m'a beaucoup aidé avant de rejoindre Jérémy dans l'aventure. Je te Mais remercie. c'est Mais vrai moi, que- ce qui m'avait frappé quand on a travaillé ensemble, c'est à la fois à quel point tu étais prêt, à quel point tu étais très précis sur tes besoins, et du coup, on a été très efficace. Et je dis bien, on a été très efficace. Parce que plus tu es clair sur tes besoins, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail en amont d'écoute. Et Par contre, j'en avais voilà. besoin. Voilà. Ça paraît comme ça, mec super confiant. Exactement. Qui a juste besoin qu'on dise ouais, c'est bon, t'es Et- prêt. Non, mais pas du tout. J'étais pas du tout prêt. Et je me souviens quand t'es ressorti, j'ai eu l'impression que il y avait effectivement un caillou qui avait sauté, quoi, Ah, j'ai un besoin gros de ça. bouchon. Et c'était super parce que quand je vois ce que t'as réussi derrière mais ça c'est toi, c'est toi qui as fait tout ça. Voilà. Moi je n'ai fait que t'aider à accélérer ce processus. Ah, Voilà. complètement. Ça a bien fonctionné. Puis on en a parlé avec Jérémy. Ça a bien fonctionné aussi. Et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement aussi. C'est-à-dire que autant on est un duo, autant on évolue aussi chacun individuellement. Et c'est pas toujours simple aussi tu sais, on teste des choses. Et puis après, on voit ce qui fonctionne pas. On a des nouvelles, chacun, des épiphanies, des compréhensions et tout. Et on se dit, ah ouais, ok, mais alors, mais c'est comme dans un couple, hein. C'est genre, on a de nouvelles compréhensions et on se dit, ok, alors comment on compose? Et donc, il y a toujours aussi cette vulnérabilité, cette ouverture vers l'autre écoute, pas plus tard que hier, hein, ou avant-hier, je sais plus, on a partagé, un peu sorti de nulle part, comme ça, où on s'est dit, ben voilà, peut-être qu'en septembre, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et où moi, je me disais, oh là là, on s'était quand même dit ça, mais il y a ça qui a changé en cours de route. Je sais, je parle de manière cryptique, mais c'est parce que c'est notre petite popote intérieure. Et quelque part, il faut oser, tu sais, aller vers l'autre en se disant, voilà, écoute, j'aimerais ça. Et comme dirait le tonton de Spider-Man, un grand pouvoir implique une grande responsabilité d'apprendre à mieux se connaître. Ça peut faire bouger des choses sur l'échiquier et on n'est souvent pas seul dans cet échiquier. Tu sais, Absolument. on est Absolument. on peut être seul, on peut être en couple, on peut avoir une famille, on peut avoir un associé, une associée. Et je trouve que c'est une chose d'avoir des épiphanies. C'en est une autre de les mettre en action. De les mettre en action, mais aussi d'avoir conscience que on n'est pas seul, entre guillemets, dans le sens, il y a d'autres personnes dans l'équation. Absolument. Et je trouve que c'est cet entre-deux qui est non seulement parfois le plus compliqué, mais aussi le plus vivant, dans le sens où c'est ces frictions qui travaillent le caractère, qui nous poussent à travailler notre, je sais pas moi, la compréhension, l'indulgence, l'amour, de quoi? Les frictions donnent le cadre. Hein. C'est les atomes qui ouais, se touchent. mais parfois ça peut faire peur. Moi, j'ai pu rencontrer des personnes qui, on va dire, peut-être se considéraient comme éveillés et qui refusaient quelque part de côtoyer d'autres personnes qui avaient une exigence de je veux être avec quelqu'un qui est éveillé comme moi. Alors j'aime pas, enfin le terme il peut aussi être galvaudé, tu vois. Et je me souviens que j'avais une grande compassion pour cette personne parce que elle se fermait à tellement d'opportunités, parce que quelque part elle voulait pas moins que ce qu'elle avait compris dans la vie. Alors que quand on fait société, quand on fait corps, faut descendre un peu. Ouais, enfin c'est notre humanité, c'est notre, voilà, j'ai balancé un peu plein de trucs en même temps, mais non seulement je partage, mais je trouve que c'est très puissant ce que tu dis, parce que je pense qu'aussi dans le monde dans lequel on est, en tant que parent, parce que j'aime bien quand même ce rôle de parent avec les enfants, c'est que moi je vois à quel point mes enfants m'élèvent. À quel point leur vision est tellement différente de la mienne qu'elle élève la mienne. Je suis pas toujours d'accord avec eux, mais le seul fait de pouvoir entendre, discuter, écouter ce qu'ils ont à dire, leur vision, moi, m'ouvre un champ absolument incroyable. Mais ce que je trouve génial aussi, c'est que toi, en travaillant avec des dirigeants, et on le citait tout à l'heure, ce sont peut-être
plutôt nos aînés ou les dirigeants qui ont les pépettes et qui ont quelque part une certaine responsabilité. Enfin, énorme responsabilité. Oui, enfin nous aussi on a une responsabilité, mais ce que je veux dire c'est que quelque part, si tu les sensibilises toi, bon à ta hauteur évidemment, hein, mais c'est aussi nos clients. Hein. Bah voilà, c'est ça, c'est qu'en fait si eux saisissent et si la génération plus jeune, je fais un peu des généralités, mais fait ce travail, ça veut dire que justement tu favorises toi le dialogue entre ceux qui nous précèdent et qui font toujours le monde d'aujourd'hui et de demain. Et cette génération d'autodidactes, peut-être un peu, qui a peut-être, non pas une meilleure, mais qui a une certaine conscience ou qui a en tout cas accès à une plus grande conscience par rapport aux générations d'avant, mais qui peut se sentir un peu flippé de faire le pas, justement, ce que tu disais, de genre, ok, je comprends des choses, j'entends ma musique intérieure, mais comment je fais pour... voilà, s'il y a plus de sensibilisation auprès de ces personnes-là, comme ce que tu fais, tu favorises le... Ah, puis je vois bien qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui font ce chemin. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les dirigeants, ils viennent pas vraiment de leur propre initiative. C'est souvent leur entourage, que ce soit leurs amis, que ce soit leurs collègues ou leurs DRH, qui disent tiens, va voir Myriam, parce que là, je pense que sur cette problématique qui peut être par exemple, j'arrive pas à comprendre cette génération des digital natives, où en fait là, j'ai vachement de mal à me projeter et en fait, ils comprennent pas pourquoi c'est difficile de se projeter. C'est de créer des ponts. En fait, entre ces générations. Et je vois bien à quel point les dirigeants aujourd'hui sont comme nous tous, c'est-à-dire dans une situation de questionnement très profonde, qui les incite quand même à re-questionner leur mission, tout en ayant une conscience de la responsabilité qui est colossale. Mais moi, j'ai envie de dire aussi à tous ceux qui ne sont pas dirigeants, soyez indulgents. Et dans cette indulgence, n'hésitez pas à leur dire de se faire accompagner. Pourquoi ? Parce que les inciter à se faire accompagner, c'est aussi je pense, du devoir des collaborateurs, qui est de dire à un dirigeant qui n'a pas été éduqué comme ça et qui est très seul dans sa tour d'ivoire, parce que c'est aussi le monde qui l'a incité à diriger. Alors, ta posture de sparring partner t'a amené à devenir créatrice de contenu, notamment avec le podcast Conversation Inattendue. Est-ce que tu pourrais nous en parler, sachant que là, tu vas démarrer une deuxième saison et nous parler de ton associé. Avec Caroline Delage, qui est journaliste et productrice et qui est une amie que j'ai rencontrée à Public Sénat, que j'aime énormément, qui fait beaucoup de documentaires sur des problématiques de société, qui a une patte extrêmement fine et une envie de participer aussi à ce monde. On a eu cette envie de faire un podcast avec l'idée de donner la parole et donc d'occuper un espace, de mettre en lumière cette parole des dirigeants qui osent l'authenticité. Et donc on a fait une première saison l'année dernière, qu'on a publiée juste avant l'été avec l'idée que ça allait cheminer comme ça pendant l'été et que les dirigeants se sentiraient prêts à la rentrée pour pouvoir justement enclencher cette authenticité auprès de leurs collaborateurs. Début juillet ou en septembre, on ne sait pas exactement encore à quel moment on va la lancer. Mais l'idée, c'est d'occuper de plus en plus la place avec cette authenticité de façon très concrète et au plus haut niveau. Et si effectivement les dirigeants ouvrent cette porte, alors ils l'ouvrent pour tous leurs collaborateurs. Donc il y a un effet domino qui est fabuleux. Ouais, ça bénéficiera tout le monde, quoi. Et donc ça s'appelle Conversation Inattendue et c'est sur toutes les plateformes classiques. Voilà, puis on vous invite à aller écouter les épisodes. Ouais, c'est en tout cas des très très jolis moments. Trop cool. Mais c'est un petit peu le moment de la boîte à boxon, mon ami. Oh, dis donc. Oh là 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 là. J'ai failli l'oublier ce matin. Je suis retourné chez moi, je dis, il me manque quelque chose. Myriam, je te présente la boîte à boxon. Ouais. En fait, on la propose à chacun et chacune de nos invités. Comme j'ai écouté plusieurs fois. Tu connais. T'es pas surprise. Je connais le principe. Je sais en revanche qu'il y en a de moins en moins. Et oui, parce qu'à chaque fois, elles disparaissent. Exactement, c'est ça. Donc tu vas en tirer une au sort et on va voir sur quoi tu vas tomber. Il y a des questions sur la transcendance, des questions sur le chaos et des questions sur la créativité. Et c'est la couleur qui détermine. Le vert, la transcendance. Ah bah c'est un beau thème pour toi. Alors, si tu devais connaître la vérité sur n'importe quoi... Ah là, t'as la possibilité de connaître la vérité sur absolument tout dans l'univers, mais il n'y a qu'une seule chose en particulier. C'est continuer à bien comprendre, saisir, ressentir ma mission sur Terre. Voilà. Ton sens de la vie, de ta vie. Mon sens de la vie, l'énergie que la vie me donne et comment je peux à la fois l'accueillir, la transformer, la partager et être à ma juste place en fait. Voilà, le plus possible. Mais ça passe par ce truc incroyable qui est de se remplir de soi et de
d'accepter l'idée que les solutions, elles sont en soi, elles sont pas chez les autres. En revanche, que les autres sont une alliée phénoménale. Tu entends ça, Fox Mulder? La vérité n'est pas ailleurs, elle est en toi. Merci beaucoup, Myriam. Quelle réponse de fin. Merci pour ce temps. Merci à vous. C'était Encore merci, Myriam. Très chouette. Très, très joli moment. Merci à vous. À bientôt. Mais alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps. Ben, je me suis dit, on s'en balance. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected!